Rupi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Rupi Production Television. Ok, sœur Donna. Alors, parlons encore de ordonné de Kenskov, comment tout a commencé, votre mission a commencé. Comme je vous disais tantôt, frère Salomon, et je voudrais surtout parler maintenant à Kenskov, mes pierres d'achoppement. Je vous avais dit au départ comment j'ai commencé avec les moyens du bord. Je volais de mes propres ailes. Et c'est le temps tout de suite que l'archevêque François Maïrof Ligondé avait approuvé le 15 novembre 89 la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth. Assez jeune, dans les 23-24 ans, mais quand même, bien qu'au départ, il hésitait à le faire, comme je dis tantôt dans les autres chapitres. Mais quand je lui disais, comme le jour de son anniversaire, on vous accorde tout, bon, c'était un moment propice. Arrivé à Kenskov, vraiment, je veux dire, c'était comme le soleil qui brillait partout. Tout le monde m'applaudissait, les enfants, les jeunes, etc. Et quelle que soit la classe qui se trouvait à Kenskov, tout le monde en parlait de sœur Donna ou bien la sœur de Kenskov. Finalement, on disait seulement la sœur de Kenskov et tout était là. Et mes activités sortaient de l'ordinaire. Je réunissais les jeunes, quelle que soit leur dimension d'éducation, etc. Les jeunes qu'on regarde comme des vagabonds, comme on dit, comme des laissés pour compte. Je les accueillais et je leur faisais sentir vraiment comment se connaître, se découvrir leur personnalité et accepter leurs conditions et vivre avec. Quand je suis arrivée à Kenskov, je crois que dès 7 heures du soir, tout le monde allait se coucher, on disait il y a quelqu'un avec de gros bottes qui va passer, etc. Et qui vont prendre dans les rues. Et c'était vraiment drôle de voir le soir. On se disait, mais ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est pourquoi les jeunes, très tôt, étaient tombés enceintes, comme je savais dire, et même les paysans aussi. Ils n'ont pas eu de distraction. Leur distraction, comme je peux toujours le dire, un peuple qui n'a pas de cinéma, pas de football, pas de classe, pas rien du tout, leur distraction c'est sous le drap. Donc c'est facile qu'on ait une population ainsi. La population de Kenskov, pour moi, les enfants qui souffraient de plus de la malnutrition, même ma race, venaient aux environs de Kenskov. Et je disais, regardez, à 2 heures de temps de marche de Kenskov, qui est, entre parenthèses, un endroit des riches. Mais il y a tellement de souffrance, il y a tellement d'enfants qui souffraient de la malnutrition. Je savais être en visite, visiter des familles. Il y a des enfants, après les avoir vus, je ne peux même pas manger de la viande. Hein. C'est squelettique. C'est tout ce qu'on pouvait dire. Des gens me disaient parfois les photos, mais ça vient, ça c'est Afrique. Je dis non, c'est bien chez nous. Et il y avait des femmes, les femmes, hein, je disais toujours, ne verraient pas leurs 40 ans, parce que les grandes personnes souffrent de la malnutrition aussi. Ces gens-là, ils ont, premièrement, enfanté beaucoup d'enfants qui déjà
à leur concession, ils n'ont pas pu avoir à manger comme cela devrait se faire pour une maman qui porte un enfant. Déjà, la maman souffrait de la malnutrition, l'enfant aussi après sa naissance. C'est tout. Et ne vous étonnez pas, et cette femme, après 30-33 ans, moins de 40 ans, peut mourir de la malnutrition aussi. Et j'avais fait un SOS, je disais, mon Dieu, donc si on ne fait pas un SOS quelque chose, peut-être dans quelque temps, on n'aurait plus de femmes à 40 ans. Et je servais de mon cheval, comme je disais tantôt, j'adore l'équitation. Et donc, ça m'a permis d'atteindre les gens, bien qu'il y a des endroits, même les chevaux ne peuvent pas s'y rendre. J'ai dû avoir un bâton en main pour pouvoir prendre le support, pour me supporter à chaque endroit, pour voir avec des gens que j'ai rencontrés. Après, je m'étais dit, mon Dieu, comment aider ces gens-là? Imaginez-vous, le paysan, il n'y a pas de route, plus de 2 heures de temps de marche de caisse, il n'y a plus de route, il n'y a rien du tout. Alors que quand ces gens-là devraient, pour se rendre au marché, qui prendraient 4 heures de temps, 5 heures de temps de marche, 3 heures de temps de marche, et quand c'est comme ça, le paysan ou la paysanne, ils doivent laisser chez eux à 3 heures du matin. Les petites lampions là, que les gens disaient que c'était des loups-garous, que je savais remarquer un petit peu de chez moi le soir, c'est là que j'ai cru comprendre que c'est des petites lampions, peut-être gridables de chez nous là, que ces gens-là pour faire la route, la tombée de la nuit, parce qu'il n'y a pas d'électricité pour faire la route, c'est ça qui les accompagnait. Ils doivent laisser chez eux 2 heures du matin, 3 heures du matin, pour avoir le temps d'arriver au marché. Et d'arriver au marché, sans rien manger. Et là, je m'étais dit, non, il y a beaucoup d'actions à faire. J'ai commencé les 6 premiers mois. Je recevais les jeunes, les enfants venaient en week-end pour prendre un repas chaud et pour leur parler un petit peu de leur culture. Cette partie-là s'appelait Centre culturel des enfants qui venaient, etc. Et ils étaient tous contents, ils attendaient tous que le week-end arrive pour pouvoir venir. Et après, tout de suite après, j'ai institué cantine communautaire. Je donnais à manger à plus de 400 personnes, surtout les jours de marché. Ces marchands-là qui venaient avec même leur marmite là qu'ils ont vendu pour recevoir leur plat de nourriture, le plat chaud. Ensuite, de tout ça, je m'étais dit, maintenant, et j'ai eu les enfants de la malnutrition qu'on m'amenait là, je savais faire une distribution de nourriture. Distribution de nourriture chèche, toujours les 6 premiers mois. Après, j'ai été forcée, j'avais pas le choix, entre le choix, même avoir un message, que ce soit spirituellement, d'accepter les enfants. C'est ainsi que la première année, j'ai commencé à avoir les enfants qui sont arrivés à l'institution et on en recevait vraiment des cas. Je savais avoir des enfants de 9 ans souffrant de la malnutrition et parce qu'ils savaient manger, même le manger les tue, parce que c'est déjà trop tard, il y a tout le système qui était déjà parti, etc. Un enfant souffrant de la malnutrition, surtout au 3e degré, l'enfant ne fait aucune action, ne sourit pas, ne réagit pas. Vous pouvez même pincer l'enfant ne va pas réagir. Donc après ça, j'ai dit, bon, la nécessité, notre chapelle, qui était chapelle de Jésus Miséricordieux, était devenue le premier dortoir des enfants que nous avons reçus. Ensuite, la cantine communautaire a fonctionné de lundi au vendredi et le week-end.
c'était pour recevoir maintenant, comme on avait déjà les enfants sur place, on avait le centre culturel des jeunes. C'était pour recevoir les jeunes et les jeunes qui fumaient de la drogue, qui étaient dans la prostitution, etc. Et ces jeunes-là avaient à venir à parler de leur expérience de la vie, comment ils se sont sortis. S'ils sont encore, on parlait de comment les encadrer pour les faire en sortir de les situations. Et si la situation est là, leur expérience peut toujours aider les autres à ne pas tomber dans la drogue, la débauche, toutes sortes de choses. Et c'était un travail vraiment qui avait fait parler parce que on recevait les jeunes des 9 départements. Et ceci, c'est pourquoi je m'étais dit, quand je voyais que j'avais des cailles, j'avais du Jérémie, j'avais du Cap, etc., je dis non, mais je dois aller connaître ces endroits-là. Comment voulez-vous que qu'il y a toutes sortes de choses, je dois aller découvrir. Je me rappelle, la première fois que je me suis rendue à Jérémie, s'il y avait un policier là, commandant Jean-Marie Mondésir, qui a dû me porter secours, j'étais à Sainte-Hélène. À Sainte-Hélène, il y a eu tellement d'enfants, tellement de problèmes, les gens me sont tombés dessus. Je ne sais pas comment faire. Et ils ont dû me donner de sécurité, j'ai dû leur dire et garder quelques enfants pour moi, je reviendrai chercher, etc. Et jusqu'à présent, nous avons aussi Junior Lundi, qui est un des enfants, qui est maintenant qui est pasteur, qui est grand-père, qui est tout, donc un enfant de Jérémie. Donc c'est pour vous dire que on a pu faire des services. Il y avait aussi sur place, j'ai dit, bon, maintenant, il faut une sorte de centre de santé mobile. Et les amis, surtout je dois citer le nom de Madame Erta Salomon, qui était à la 4C, qui m'apportait certains médicaments de première nécessité. Je ne suis pas infirmière ni auxiliaire, mais à 15 ans d'âge, j'étais déjà hospitalière. Parce que dans le mourant de Mère Teresa et avec Sœur Françoise Ouski, je m'occupais des malades. Donc, on avait une idée entre parenthèses. Et des choses, des médicaments, un petit peu de mal de tête, je peux dire des infections. Et ce que j'ai dû remarquer, c'est là aussi qui va m'amener à faire la cantine communautaire. Je savais avoir 200-300 personnes devant moi à me parler, à me dire, ma soeur, en bas qu'elle fait mal. Tout le monde avait ça. Et le pourquoi, c'est pourquoi j'ai réalisé, le paysan peut passer plus de 8 heures de temps sans rien prendre. Laisser chez eux, arriver au marché, après 4-5 heures de temps, pour repartir encore à nouveau, pour retourner. Ça c'est grave. Là, je me suis dit, non, il faut au moins, si tu trouves un plat chaud, avant de rentrer chez eux, à la tombée de la nuit, avant de rentrer chez eux à la tombée de la nuit, au moins s'ils ont un plat chaud, bon, ça va aider. C'est pourquoi j'ai commencé à faire la distribution du plat chaud et qui nous a amené même à 400 personnes. Donc déjà, ensuite, on avait, et tout fonctionnait très bien, on avait aussi le centre de développement de la personnalité humaine. C'était là pour aider les jeunes filles à se trouver une profession. Que ce soit la couture, la cuisine, dactylo, etc., qui pouvaient les guider. On était même arrivé à faire, on a eu de promotions qui ont été graduées du centre culturel, centre de développement de la personnalité humaine. C'est un petit peu de leur parler, de voir, ok, je sais que vous ne pouvez pas aller à l'école, vous ne pouvez pas continuer, mais il y a quelque chose que vous pouvez faire. Et s'il le faut, on essaie de les localiser quelque part pour pouvoir aller apprendre une profession, etc. On savait, entre-temps, quand je réalisais dans mes visites dans les campagnes, j'ai dû réaliser que il y avait
il y avait des enfants. Les enfants allaient à l'école, mais ne savaient ni lire ni écrire. Même le professeur ne savait pas écrire leur nom. Donc là, je me suis dit, encore, quoi faire? J'ai tout de suite embauché les jeunes qui ne pouvaient pas se payer une profession. Je leur ai dit, vous allez me donner une année à les campagnes pour enseigner ces enfants. Et après une année, je vais vous payer aussi une profession. Et tout ça avait de grands succès. Jusqu'au jour, j'étais arrivée à avoir 18 écoles aux environs de Keskov, parce que quel que soit que vous avez une église, je disais, pasteur, excusez-moi, prêtez-moi votre église, on en avait besoin que pour le dimanche, l'école. Quand il y avait aussi les gagueurs, tu sais, les samedis, les luttes entre les coqs, je disais, monsieur, s'il vous plaît, j'avais besoin d'un tableau, des craies, puis faites venir un peu de matériel, je dis aux jeunes d'y aller. Malheureusement, ces écoles-là, avec les élections de 96, si je ne m'abuse, 96-97, il y avait tellement les politiciens qui voudraient être magistrats ou quelque chose, ils ont persécuté les jeunes. Bon, on a dû s'étreindre un petit peu. Donc, mais Keskov pour moi, parfois j'étais étonnée. Une fois là, j'avais un jeune qu'on devrait marier de chez nous. J'ai fait venir l'officier d'état civil. Je ne savais même pas que l'officier d'état civil était un jeune de chez nous qui a été diplômé. C'est en parlant, elle disait, mes amis, Sœur Donna, on a tout fait. Moi, personnellement, j'étais ici. Elle les marie, elle les ceci, elle les cela. Donc, mais tout ça, c'est pas sans ennui. Hein. J'ai dû me battre, pieds et mains, pour lutter contre un curé qui soi-disant devrait pouvoir me supporter. On faisait des campagnes de désinformation sur tout ce que j'ai fait. On faisait venir des gens devant la barrière de l'institution pour nous injurier. On avait tellement d'enfants. Les autres institutions maintenant d'un coup, parce que pendant tout l'embargo, nous étions, c'est seule institution, d'ailleurs c'est la première institution d'enfants qui a existé à Keskov. Ça c'est à le dire. Et tout le monde le savait. Aussi bien aussi pour donner une profession aux jeunes filles, c'était la première aussi. Mais au moment que je vous parle là, il peut y avoir plus d'une centaine, mais tout veut que Sœur Donna disparaisse. Et c'était pas, je ne savais pas que j'aurais, en faisant du bien, à lutter à toutes ces forces-là. À travers ce curé, je peux dire, il y avait l'église même que je me suis donnée depuis toute jeune, que je me suis sacrifiée, que j'ai sacrifié mon rang social, ma famille, toutes les belles choses que l'avenir, je dois vous dire que l'avenir était très prometteuse pour moi et j'épouserais qui je voudrais. J'avais tout à ma portée. Mais j'ai tout oublié, j'ai tout négligé juste pour me donner. Parce que, et jusqu'à présent, je n'ai rien regretté parce que mon cœur d'humaniste, je pense qu'on peut tout me prendre. Seul l'humaniste que j'ai en moi. Et que j'ai gardé toujours. Et qui continue de me suivre. Donc, les gens, des congrégations venaient saper des jeunes filles de chez moi pour leur donner des informations. Ne restez pas là, ne venez pas là, venez chez nous. C'était triste. Moi, je ne savais pas que j'allais faire face à toute cette politique-là. Un curé qui envoyait
qui payaient des gens pour venir devant chez moi, vilipender, dire toutes sortes de choses, même surveiller les gens qui rentraient chez moi, leur marque de voiture. Un curé qui s'acharnait tant, même quand que d'ailleurs, avec tout le travail que je faisais, j'ai même pas la chance du tout de même avoir les organisations qui donnaient à manger, etc., etc., parce que le travail que je faisais un petit peu rayonnait sur tout le pays, mon dévouement, tout le monde le savait, mais à fois quand j'ouvre une porte là pour aller pour faire ce que normalement on devrait recevoir pour une aide humanitaire, étonnamment, le premier jour, tout le monde baquait. Oh, c'est la sœur d'Élysée, la sœur d'Écossoff, me recevait. Tout était OK. Après 2-3 jours au retour, la mine a été changée parce que le curé était déjà passé. Il a pris tout son temps. Il a pris son temps passé dans toutes les organisations, partout, même face à l'église. Finalement, peut-être, est-ce qu'il y a eu querelle? Je pourrais même pas dire. De personnel, il en a fait une politique ecclésiastique, ni sociale, ni et tout. Et parfois, je me rappelle qu'il y a un prêtre qui me demandait, mais ma soeur, il faut que vous commenciez à parler, il faut dire la vérité, parce que à chaque fois que ce curé-là, vous faites là, c'est pas à vous qu'il le fait. Parce qu'à vous voir, partout, vous allez, la vie est belle pour vous, mais c'est pour ces enfants-là, ces gens-là que vous aidez, qu'il est en train de franchement, c'est d'enlever une cuillère dans leur bouche. Et c'est ainsi que vous pouvez voir beaucoup d'organisations parfois, on vient, prennent des photos de chez nous, parce que chez nous, là, c'est une preuve tangible, prendre des photos, etc. de chez nous, et puis s'en est servi pour aller soit fonder d'autres, pour aller en prendre encore sur le dos de l'institution, et puis là, on était là. Mais là encore, je dois dire, aujourd'hui, je n'ai rien dans le cœur pour ce que là, comme de négativité. Je dis toujours, aussi bien qu'il y a eu un Judas qui était mort pour Jésus, qu'on pourrait maintenant, tout le monde en parle, le monde entier en parle de Jésus qui est mort, qui était mort pour nous, il a fallu un curé de ce tempérament, ou bien le Seigneur l'avait choisi sur mon chemin. Peut-être je ne penserais pas faire 10 km à pied, j'en ai fait 100 000 seul à pied. Et je dois encore dire, tous ceux qui m'ont saboté, ont servi de essayer de désinformer mes travaux, d'arrache-pied, etc., etc., je dois leur dire merci. Ça m'a aidé à retenir une institution pendant 31 ans, à tenir tête, en dépit de tout. Les autres institutions savaient venir de chez moi encore pour recevoir des enfants pour aller. Et maintenant que je vous en parle là, il y avait presque seulement une seule ou deux écoles à Kinskov. Maintenant, il y en a partout. Maintenant, il peut y avoir même une centaine de maisons d'enfants. Mais nous avons donné l'exemple. Mais on est resté fiers. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélizaire,
sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la Sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment Spirituel, l'amour emprisonné, avec Sœur Donna Bélizaire sur Ropi Production Television.